Oui, je sais. Et on a un nombre de naissances en France qui est au plus bas depuis 1945. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce que bien évidemment, on va revoir tous les événements de cette semaine. Et comme chaque semaine, il y en a beaucoup pour l'économie, pour la finance, pour les marchés, pour votre argent, évidemment. Et puis, on va continuer, c'est la dernière fois. Voilà, c'est tout le mois de janvier, à se projeter sur 2026 pour essayer de voir ce qu'on prévoit, ce que prévoient nos invités sur l'économie, toujours la finance et votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est évidemment l'or. Enfin, évidemment, pourquoi? Non, c'est l'or. La question macro, va-t-on vers une dégradation de l'emploi dans le monde? Le chiffre de la semaine, c'est ce chiffre sur lequel tout le monde s'extasie depuis vendredi matin. La croissance française, 0,9%. Moi, je la trouve totalement pourrie. Et en deuxième partie de l'émission, la bourse en 2026, top ou encore? On a vu quand même des petites secousses avec Microsoft dans la semaine, on va en parler. La bulle de l'IA est-elle en train d'exploser ou pas? Quel a été pour nos invités l'élément à retenir sur la bourse cette semaine? La question d'argent, quel est le placement de 2026? Le top ou le flop? Le top 3 des gérants pour 2025, les actions à acheter ou vendre. Je fais vite parce que Emmanuel Le Chip m'a dit tes intros elles sont trop longues, donc j'essaye de faire plus rapide. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter le Jedi de l'économie et de la finance. C'est bon ça, je peux pas aller plus vite. On dirait le gars qui indique les conditions spéciales. C'est ça où on dirait, tu sais, quand tu mets les podcasts et que tu les mets en 1.5. Elle décortique, elle analyse, elle prévoit, elle explique avec elle la macroéconomie devient compréhensible. Anna Boata, merci d'être venue. Vous êtes directrice de la recherche économique d'Alliance Trade. Oui, merci. Et vous nous aviez dit des choses intéressantes. On en reviendra de ceux qui sont révélés vrais pour une fois. Dans un monde devenu totalement irresponsable, nous avions besoin d'elle. Léa Dunant-Châtelet, vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Merci d'être là. Merci de tenir le choc dans ce monde de fous. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux? Oui. Ah ouais, tant mieux. Non, je ne parlerai pas du petit village d'Uzès, mais de son talent à elle pour dénicher des pépites en bourse. Stéphanie Moget, vous êtes gérante de portefeuille à la financière d'Uzès. Bonjour. Bonjour Marc. Comment ça va? Très bien, merci. Et il m'avait imposé un quota féminin sur ce plateau pour son émission. Sa mauvaise foi n'a d'égal que son talent et sa sympathie. C'est notre ami et notre gourou, Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. C'est quand même un plaisir de... partagez. Un plaisir de te voir. Allez, on va pas faire semblant de se vous voyer, on se tutoie. Le mot de la semaine, c'est or. Rien n'arrête l'or, il flambe en un an, il a doublé. Et j'avais envie de me poser une question parce que je trouve que le sujet est passionnant en fait. Évidemment, on se dit pourquoi il serait pas dans la partie marché, mais en fait c'est un sujet macro. Et la question que je voudrais vous poser, Anna, c'est en fait de quoi la hausse de l'or est-elle le nom? Il y a tout dedans, donc je trouve ça extrêmement passionnant. Et vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi cette hausse? Je pense que tout y est dans l'incertitude. En fait, l'année dernière, déjà en 2025, on avait une incertitude record. Aujourd'hui, elle est un petit peu moindre, mais elle est toujours au-dessus des niveaux de la Covid. Et c'est vrai que c'est une incertitude à plusieurs facteurs. C'est une incertitude géopolitique, c'est une incertitude de politique monétaire, de taux, de change, budgétaire, puisqu'on a quand même des pays qui frôlent la crise budgétaire. Et je pense que c'est là où, en fait, on comprend que l'or devient un actif de diversification face au risque, et pas seulement des institutionnels, mais aussi des particuliers. Parce qu'on a bien vu, en fait, Bitcoin, ça en était une des nouvelles valeurs. On va y revenir parce que c'est très intéressant aussi. C'est beaucoup plus de l'or. Et en fait, quand on regarde les institutionnels et surtout les banques centrales, et ça, c'est le risque géopolitique qui en fait que, on a quand même une part des réserves des banques centrales dans l'or qui a doublé depuis 2024. Donc on est à 30%. Et là, c'est souvent les pays émergents et c'est surtout le risque institutionnel aux États-Unis. Et pour les ménages, on est certes à 3%, 4% de leurs actifs financiers, mais ça a aussi doublé. Donc tout le monde regarde l'or et c'est pas que l'or, c'est aussi l'argent, puisque maintenant l'or est devenu beaucoup trop cher. Donc c'est les métaux précieux qui reprennent un peu le dessus comme une valeur un peu refuge. Oui, valeur refuge. Plus loin que ça. Oui, moi aussi. Moi, j'irais plus loin que ça. Je pense que... J'irais beaucoup plus loin. Même. Oui, moi aussi. C'est pas Allez-y. Non, mais pour moi, c'est pas la valeur de la diversification face à l'incertitude. C'est la valeur refuge face à la peur. Alors, il y a effectivement des raisons un peu conjoncturelles qui sont toujours un peu classiques. La baisse des taux, le dollar, effectivement. Il y a des raisons qui sont un peu plus structurelles, qui sont effectivement autour de la demande physique, notamment pour l'industrie, autour de la politique des banques centrales, qui effectivement, ça est quelque chose de presque moyen terme. Et puis, il y a quand même
des questions fondamentales sur la solidité sur la dette. C'est ça. En gros, c'est le refuge face à des pays surendettés. Et n'oublions pas que ce qui revient sur le devant de la scène, c'est que l'or, c'est ce qui vous reste quand tout le reste s'est effondré. C'est-à-dire que quand l'immobilier s'effondre, quand les marchés s'effondrent, quand les États ne sont plus en mesure de rembourser leurs dettes, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste cet actif physique qui est l'or. Et ça, c'est valable aussi dans les pays. Alors, parce que c'est lié aussi au fait qu'on est dans une époque non seulement d'incertitude, mais de rupture. Stéphanie. Oui, mais d'autant plus qu'on voit quand même les pays non occidentaux qui n'arrêtent pas d'augmenter leurs achats en or, et on voit bien que depuis qu'il y a eu cette question d'éventuel gel des actifs russes, bon, que ça met quand même aussi le doute sur... C'est ça, c'est la dédollarisation, c'est-à-dire l'idée que le dollar, ça sera une arme de sanction, et comme avec un président comme Donald Trump, on ne sait pas qui sera la prochaine victime, on se dit en fait il vaut mieux aussi être indépendant d'un point de vue réserve de change. Tout à fait. C'est tout à fait ça, et quand on voit le mouvement qu'il y a eu de certains institutionnels il y a 2 semaines de rachat massif de la dette américaine parce qu'ils ne voulaient plus du tout en détenir, je pense qu'on ne parle plus d'incertitude, en réalité on parle d'instabilité, et en fin de compte l'or est stable. Et d'ailleurs il n'y a pas que l'or, l'intégralité des métaux pour d'autres raisons sont en forte hausse en fait. Et là on n'est plus sur des tensions de besoin, de demande, et c'est une tendance qui va continuer. Anna, il y a 2 choses qui m'ont intéressé. D'abord, vous l'avez évoqué, moi j'ai trouvé très intéressant, on nous a vendu quand même le Bitcoin comme une valeur refuge qui était décorrélée des marchés. Bon, on s'aperçoit, moi j'avais fait une battle dans une émission spéciale placement entre l'or et le Bitcoin. Bon là, il n'y a pas photo, c'est un chaos total. C'est-à-dire que le Bitcoin est à 82 000. Il a basculé du côté des valeurs de diversification, c'est ça. Pas des valeurs refuges. Voilà. Et donc ça, c'est le premier élément qui est intéressant. Le deuxième élément, c'est la réglementation aussi. Oui. C'est pas dans quelle direction ça va aller sur les crypto-monnaies. Évidemment, mais je pense que quelque part, on s'aperçoit que c'est un actif qui est corrélé aux autres actifs, et notamment aux valeurs de la tech. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que à mon époque, je parle comme un vieux, on avait plusieurs valeurs refuges. On avait les obligations, on avait le franc suisse, les obligations, le dollar. Et on avait l'or. Et aujourd'hui, on a vu cette semaine qu'il n'y avait que l'or et le franc suisse. Et le franc suisse. Pourquoi ? Je pense parce que sur les obligations, c'est ce qu'Emmanuel disait. On a aujourd'hui un risque des moments trace un peu de trust, de confiance. Ou comme en Angleterre, donc on voit ce que le Japon fait, on voit ce que les États-Unis font et ce qu'ils sont censés faire, on voit ce que l'Europe fait. Parce qu'aujourd'hui, la croissance un peu partout, elle est tirée grâce à quoi ? Toujours grâce au soutien budgétaire dans un environnement où on a des déficits publics qui sont extrêmement élevés, des dettes qui sont insoutenables. Donc c'est vrai que dans cet environnement, en plus avec de la polarisation, du risque social et sociétal, c'est sûr que la dette d'État n'est plus aussi sûre qu'elle était, puisqu'on a cette prime de risque qui ne cesse de faire augmenter les taux. Cette crainte des monnaies, cette crainte des dettes, c'est ça ce qu'on appelle le debasement trade, c'est-à-dire le fait de se dire comment on protège nos investissements en actions. C'est ça, C'est ça, c'est le debasement trade, parce qu'en fait, on essaye de diversifier aussi aujourd'hui quand on pense aux Américains. C'est quand même incroyable de se dire que 70% des Américains, ils sont détenteurs d'actions dans leurs fonds, dans leur plan d'investissement, et c'est vrai qu'il faut quand même se couvrir, il faut quand même avoir un hedge. Et l'or en devient un avec les ETF. C'est quand même incroyable comme ce truc qui était complètement ringard. Il y a un an, il a doublé en un an. Il y a un an, on nous disait, c'est le truc des boomers, quoi. Et puis, c'était un truc ringard qui avait pas de rendement, qui avait aucun intérêt. Mais parce que ça n'avait pas d'intérêt dans un monde inconscient. Ça n'avait pas d'intérêt dans un monde où les taux d'intérêt étaient nuls, on avait l'impression que l'argent était gratuit, et que dans un monde où il y a beaucoup de raretés qui reviennent, c'est, encore une fois, un monde dans lequel on a besoin de refuge. Je rappelle que l'or, en plus, on sait très bien que la quantité est limitée. Est-ce que vous savez combien de tonnes d'or on a extrait depuis le début? Vous me le dites tout le temps, je sais rien. 5 piscines olympiques. 190 000 tonnes. Et la place que ça prend, c'est tout petit. C'est tout petit. Et il en reste encore 50 000 à aller chercher, mais c'est tout, parce qu'on sait très bien où c'est. Donc, pour le coup... Ce qui était l'argumentaire du Bitcoin, de dire... Absolument. Limite finie. Et absolument. Sauf que le Bitcoin, finalement, avec la possibilité
possibilité de le diviser par 2 régulièrement, on se rend compte que bon, voilà. Mais franchement, encore une fois, hein, moi je pense qu'aujourd'hui, des gens raisonnent sur qu'est-ce qui va nous rester si tout s'effondre. Oui, Donc l'avenir, on peut dire... Exactement. On peut dire que l'avenir des... qui m'ont dit, en fait, moi j'aimerais acheter de l'or, mais j'aimerais les acheter en petites pièces, parce que si jamais, en fait, un jour... Ce qui n'est pas toujours une très bonne idée, hein, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc on peut dire que l'avenir des crypto-actifs, c'est l'or. Allez, la question macro, est-ce qu'on va vers une détérioration de l'emploi dans les grandes économies? Pourquoi j'ai voulu parler de ce thème? Parce qu'il y a eu évidemment des annonces qui ont été massives, hein. Amazon, 30 000 personnes, c'est quand même 10% de sa force, de son personnel. Je crois que l'UPS aussi, 30 000 personnes. Et ce qui me frappe chez vous, les économistes, hein, je vous vise en premier, c'est que le taux de chômage reste stable. Non, c'est que vous ne vous projetez pas. C'est-à-dire qu'on a l'IA, on a tous les géants de la tech qui nous expliquent que il va plus y avoir d'emploi, il n'y a plus de job, et vous continuez à travailler sur des projections à 6 mois, à 1 an, sans regarder un monde... Il y a moins de gens aussi, il y a moins de population active. Donc c'est pas parce que les économistes ne changent pas leurs prévisions de taux de chômage ou que le taux de chômage baisse que tout va bien. Je pense que c'est là où il faut qu'on fasse la distinction entre cette rotation du marché de travail. Oui, il y aura de la destruction d'emplois, on le sait, massive dans certains secteurs. Ça commence, que ce soit la distribution, que ce soit la logistique. Dans tous les secteurs. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on est face au problème démographique, on est face au problème d'immigration. Donc on aura déjà de toute façon moins de gens sur le marché de travail. Ça va moins se voir, mais les chômeurs qui vont rentrer en chômage vont y rester plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'emplois pour eux. Il n'y a plus de création d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on réagisse aujourd'hui en tant que pouvoir public pour former ces gens, pour qu'ils aillent là où il y a la demande. On construit quand même des data centers. On a besoin des gens qui soient qualifiés pour travailler avec. Elle est où la demande? Franchement, elle est où la demande? On aura de la demande, on fait des plans d'infrastructure, la construction va redémarrer. Comme un boomer, là, pour le coup. Non, pas du tout. Au contraire, je raisonne vraiment comme un Gen Z. Non, mais je suis. C'est que nous, on est habitués à raisonner quand vous dites va plus y avoir de demande, etc. Vous êtes toujours sur le raisonnement croissance potentielle, démographie, etc. Ouais. Sauf que la réalité, c'est que la vraie variable qu'il va maintenant falloir regarder, c'est pas le PIB, puisque dans un pays comme le Japon, qui a aujourd'hui 120 millions d'habitants, qu'on aura 60 millions en 2100. Vous vous doutez bien que le PIB ne peut pas augmenter. Bien sûr. La variable qui va devenir cruciale, c'est le PIB par habitant. D'accord. C'est-à-dire que vous allez avoir... Voilà. Et donc, ça, on en parle à chaque émission quasiment. Et donc, effectivement... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien qu'une fois par mois. Donc. Non, c'est pour dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et après, effectivement, sur l'intelligence artificielle, attendez quand même. Artificielle, on n'en parle pas. Non, mais intelligence artificielle, robotisation, digitalisation. On croule sous les rapports qui vous donnent... Mais vous ne les intégrez pas. Mais bien sûr que si, Marc, puisqu'au quotidien, on a des études. Moi, j'arrête pas d'en parler. Il y a des études stupéfiantes au quotidien. Oui. Quand on interroge les chefs d'entreprise en France, aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qui vous dit qu'il a déjà supprimé. Vous vous projetez pas à 10 ans. C'est-à-dire qu'à 10 ans, c'est pas ça va baisser, le taux de chômage va remonter de 0,2%. Le monde va complètement changer. Oui, mais qui est en désaccord avec ça? Qu'est-ce que ça va devenir? La redistribution. C'est tout le secret là. On sait que l'IA va faire des gains de productivité, ils sont déjà visibles, que ça soit du 1%, du 2% aux États-Unis, en Europe, il y a des gains de productivité. Compensés par la chute de la consommation des gens qui ne vont plus avoir d'emploi. Parce qu'on ne dit pas aujourd'hui aux gens comment on va redistribuer toute cette richesse que l'IA va créer. Donc la question est là, c'est un peu comme la Covid. On a mis en place des chemins de sauf que là, c'est une chômage partiel. De 20 ans, c'est pas une crise de 2 mois. Il faut une vraie réflexion des pouvoirs publics sur où il y a la demande et comment les gens vont se former pour y aller et comment on va redistribuer toute cette richesse créée par l'IA, parce qu'il y en aura de la richesse, mais elle va être très macro et il ne faut pas laisser le micro tout seul. Je suis d'accord, et j'ai l'impression, moi, quand je me pose cette question-là, que les seuls qui ont des réponses, c'est les patrons des géants de la tech, qui se projettent déjà, qui disent d'ailleurs, de toute façon, nous, avant qu'on parle de redistribution ou quoi que ce soit, on est prêt à faire le revenu universel, parce que de toute façon, vous n'aurez pas de job et vous allez venir nous chercher. Donc on préfère anticiper. Oui, et puis j'allais rebondir sur ce que vous disiez, Marc. Ça commence dès l'université. Là, les chiffres d'emploi en sortie d'université aux États-Unis ont drastiquement chuté. Et donc, et les enseignements n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on continue à faire en école de commerce, à apprendre des trucs sur des métiers. Il y a une génération qui est sacrifiée, là, qui a effectivement capitalisé et payé des études, qui plus est, pour la plupart endettés, et qui arrive finalement avec un bagage académique qui ne correspondra pas à ce qu'on va leur demander dans les prochaines années. Donc là, on a aussi dans l'adaptation probablement un
un creux au-delà de la tendance, on va avoir une forme, à mon avis, de mise en œuvre de peut-être de revenus différés ou autres, mais surtout une génération entière qui va être compliquée. Et c'est pas que ceux qu'on enlève, pas que les emplois qu'on détruit, c'est aussi ceux qui arrivent. Oui, les nouveaux, oui. Mais c'est parce que aussi, c'est là où, enfin, dans les multiples révolutions qui vont s'opérer simultanément, d'abord, il va y avoir une révolution fiscale, forcément. C'est-à-dire qu'à chaque ère du capitalisme, à chaque système capitalisme a correspondu toujours un système fiscal. Le système fiscal qui s'est mis en place à partir des années 80, dans la grande révolution libérale, financière, etc., ça a été un système fiscal dans lequel on a taxé de moins en moins les facteurs de production les plus mobiles, le capital, les plus aisés, et où on a tapé sur ce qui était immobile, c'est-à-dire en gros les consommateurs. Là, on voit qu'on est en train de changer de régime capitaliste et qu'il va falloir s'interroger, sur des nouvelles sources de revenus financiers et de revenus fiscaux au moment où il y a des gisements entiers d'impôts qui disparaissent. Quand vous allez avoir un parc de voitures électriques, qu'est-ce que vous faites de votre taxe sur les revenus? Donc voilà, donc ça, et effectivement, cette question de la redistribution à une époque, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que vous avez ce système dans lequel vous avez très peu de gens qui produisent pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que le système du XXe siècle... de moins en moins de gens qui produisent de plus en plus. C'est la hausse de la système du XXe siècle, c'est des entreprises géantes de plusieurs centaines de millions de personnes qui fabriquent pour des centaines de millions de personnes. Et ça, c'était le ruissellement. Là, vous avez 50 personnes qui font des chiffres d'affaires de ce qui était anciennement des multinationales et qui vont concentrer les richesses. Donc c'est bien là que va être le défi de la j'ai envie de dire, c'est quoi, même pour vous, gérants, c'est quoi la suite? Parce que c'est sympa de se dire, les résultats de l'année prochaine ou du mois prochain vont être bons ou mauvais, mais je veux dire, là, c'est des tendances, c'est des tsunamis. Il y a la démographie, il y a l'IA, il y a la disparition partielle du travail. Comment on investit dans ce monde-là? Ouais, alors d'abord, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de création d'entreprises. Alors ça, parfois, ce sont des petites entreprises, certes, mais vers de plus en plus de services, que le service, lui, est quand même moins délocalisable, que ce soit dans le... Service de proximité low cost. Proximité low cost, mais qui néanmoins, aujourd'hui, peine à recruter. Donc là, on se questionne aussi quand même sur l'adaptation du marché du travail. Et puis après, effectivement, nous, dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on voit déjà les signes, même si c'est des petits pourcentages, de hausse des bénéfices grâce à l'IA, grâce à la productivité, mais qui ne sont pas pour le moment effectivement accompagnés de licenciements massifs. Alors on le voit. Non, mais c'est le no. Les Américains disent c'est le no hiring, c'est-à-dire on laisse les gens partir et on recrute plus. Mais il y a eu aussi beaucoup d'emplois, beaucoup d'embauches qui peut-être ont été trop nombreuses. Donc il y a peut-être un peu juste un rebasage des besoins dans le cadre d'une nouvelle technologie et il faut prendre un peu de temps. Moi je pense qu'il faudrait qu'on y consacre une émission parce qu'il faut qu'on se projette quoi. C'est la première fois. Il faut qu'on se projette. Il faut bien être conscient que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est obligé d'affronter simultanément des défis qui d'habitude ne se produisent soit jamais, soit bien sûr. Par exemple la révolution démographique, ça s'est jamais produit. Le climat, c'est tous les 25 000 ans, etc. Et la révolution anthropologique du digital, la dernière fois, c'était il y a 7 000 ans quand on est devenu sédentaire. Et là, c'est tout en même temps. C'est tout en même temps. Alors avec donc, c'est ça. Avec la guerre commerciale. Mais juste pour terminer. Tous ces défis ne sont pas des défis qui s'accumulent. C'est-à-dire que certains sont des réponses aux autres. La démographie, c'est un peu un soulagement du défi environnemental, par exemple. Non, et aussi du défi du travail. Oui, aussi. Par contre, je rajouterais quelque chose d'important qui est un facteur accélérateur. Vous ne projetez pas assez les jeunes. Un facteur accélérateur de ces tendances, c'est la guerre commerciale. Puisqu'en fait, Amazon, UPS, c'est de la logistique, c'est du retail. Et pourquoi, en fait, ils font ça maintenant? Parce qu'en fait, il y a quand même un impact de toutes les règles que l'administration Trump a mis en place sur la taxation des importations, la règle des minimis. Alors maintenant, c'est plus $800 exemptés par les taxes douanières, mais c'est beaucoup moins. Donc, ça fait des coûts en plus pour les ménages américains qui ne gagnent pas beaucoup plus. Et donc, du coup, effectivement, la demande est aussi un facteur accélérateur de ces licenciements. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier. Moi, il y a une projection qui m'intéresserait déjà à plus court terme que dans 10 ans. 10 ans, c'est demain. C'est quoi le monde d'après Trump pour voir finalement, est-ce qu'il a vraiment changé tant de choses que ça? Qu'est-ce qui révèle? Qu'est-ce qui est dû? Je peux la faire toute seule, cette émission. J'ai toutes les réponses. Allez, on passe au chiffre de la semaine. Je veux prendre un peu de temps là-dessus. 0,9%. C'est le champagne dans les commentaires avec une croissance, j'ai lu partout. Mais si, meilleur qu'attendu. C'est formidable. Bon, moi, je pense que cette croissance est tout pourrie parce qu'elle se fait au prix d'un déficit et d'une dette majeure.
meilleure et que la consommation alimente le déficit commercial. Non, justement, c'est là où elle est pas complètement pourrie. Elle est pas terrible dans sa quantité. La qualité est pas si mauvaise. C'est-à-dire que honnêtement, la croissance de 2025, c'est quoi ? C'est des entreprises qui osent quand même sortir du bois, investir, embaucher, etc. Et des ménages qui se planquent parce qu'ils ont peur et puis bien planqués avec sur leur petit matelas d'épargne là. Voilà, c'est ça la croissance 2025. Et donc à moyen terme, c'est mieux d'avoir une croissance qui est faite par les entreprises et pas par les ménages. Bon, il y a quand même de la consommation dans la croissance. Pas tellement, il y en a pas beaucoup. Non. Il y en a un peu. Et il y a Regardez le dernier trimestre. Non, il y en a pas beaucoup. Et puis il y a de l'augmentation des salaires des fonctionnaires, ça crée du PIB. Le nombre de fonctionnaires qui augmente, ça crée du PIB aussi. Oui, sous votre contrôle. Oui, mais c'est quand même pas rien. Pas tant que ça. Non. Tant la France que l'Allemagne a quand même une variable importante dans la croissance 2025, qui est la consommation publique. Donc les États contribuent encore à la consommation. C'est ce que je dis. Oui, c'est vrai. Donc c'est une croissance à crédit. Oui, mais je rejoins quand même Emmanuel pour dire qu'il y a eu quand même une bouffée d'oxygène à l'export qui n'a pas compensé effectivement la demande à l'importation, mais ce ne sont pas que les ménages, ce sont des entreprises aussi. Parce qu'en fait, on a importé pour stocker. Et qu'est-ce qui se passe au 4e trimestre ? On se rend compte que finalement, peut-être qu'on a stocké un petit peu trop dans l'équipement de transport, dans l'aéronautique. Donc en fait, finalement, la croissance du 4e trimestre, c'est quand même un point en moins à cause du déstockage. Et quand on regarde 2025 dans l'ensemble, c'est vrai que la demande domestique sans ces stocks-là, sans ces effets volatiles, c'est 0,7 points. Quand on regarde le commerce extérieur, c'est moins 0,5 points. Donc en fait, in fine, ça s'annule un petit peu. En fait, je pense que c'est vraiment l'image de l'incertitude qu'il y a eu en 2025. Oui, mais regardez quand même. Mais pas que. Non, mais ça a bon dos. Non, c'est pas vrai, parce que 2025, regardez par exemple ce que publie RFI Code hier sur la compétitivité des entreprises françaises, elle est meilleure. La compétitivité regardez ce qui a été publié par Atout France sur l'attractivité de la France, c'est pas meilleur. Et en ce moment, moi je pense qu'il y a presque plus de pessimisme des Français sur la France que de pessimisme des étrangers sur la France. Ils sont plus optimistes que nous sur la France. Mais l'investissement résidentiel repart. Donc c'est quand même intéressant. Peut-être qu'on ne consomme pas assez par rapport au niveau de l'épargne, par rapport au fait que les salaires réels sont positifs et ils augmentent, mais on commence à investir plus parce que le crédit repart. Donc c'est de la croissance future. On part de tellement bas sur le résidentiel qu'effectivement, heureusement qu'on a une inflexion parce qu'en plus on manque cruellement de logements. Donc c'est vrai que les hexahomes, etc., on le voit bien dans les tendances, ça repart. Mais les entrepreneurs vous disent quoi ? Français, ils sont... Mais en fait, il y a deux mondes. Je pense qu'effectivement, nous, quand on parle aux entreprises, et là, on a la saison de publication qui vient de commencer, on a plutôt des bons signaux. Et alors, il y a certes, ils sont prudents parce qu'ils ne sont pas fous, ils ne vont pas vous dire que c'est formidable, etc. Mais on voit notamment un secteur qui a beaucoup publié cette semaine, ce sont les entreprises de services numériques, EOB, Wavestone, Infotel, etc. En fait, ça va... c'est beau, en fait, et les perspectives, et dans des secteurs ça va mieux. C'est que ça va mieux, il y a des bonnes marges, c'est entre 8 et 13% de marge, les perspectives sont plutôt bonnes, il y a des secteurs qui redémarrent, banque, finance, même l'auto qui était à la casse, l'auto ça redémarre, aéro, donc on a quand même vraiment beaucoup de leviers, beaucoup de secteurs sur lesquels on a un élan. Allez, optimiste Léa. Moi j'ai un avis plus mitigé, j'étais en Allemagne il y a 2 semaines, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprises dans tous les secteurs confondus, les signaux statistiques sont là, notamment le résidentiel, effectivement. En revanche, c'est pas véritablement ce qu'ils observent dans leurs chiffres à eux et dans leur carnet de commandes. Et ça, c'est important, notamment la partie dépenses publiques. Il y a beaucoup d'attentes des investisseurs sur l'Allemagne en particulier. Et en réalité, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise vous disent ça va être d'une part l'épaisseur du trait, très probablement décalé dans le temps, et en plus avec des retards des donneurs d'ordre qui sont des donneurs d'ordre publics très massifs. Le gouvernement allemand a d'ailleurs révisé à la baisse sa prévision de croissance à 1%. Mais ça va venir quand même, cette relance, elle va quand même aider l'Europe. Elle est plus lente, mais elle va aider. Heureusement qu'on l'a. Alors, moi, je ne suis pas certaine de ça. On a eu des relances sur d'autres thèmes où on n'a pas vu les flux financiers arriver. Et c'est ça que les entreprises nous racontent. En Allemagne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a emprunté l'argent pour faire de l'infrastructure, du climat. Ils ont les moyens, Marc. Ils ont les moyens, ils ont emprunté, mais ils n'ont pas distribué. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce laps de temps entre ce qu'on lève de l'argent. Donc ça va être un peu décalé. Mais l'effet sera positif quand même, parce que Léa dit... on va être sur une croissance à 0,9 cette année, 1,2 l'année prochaine, pour une croissance potentielle allemande à 0,4. Donc c'est quand même
très bien de ce point de vue. L'Allemagne en sur-régime. Non, mais c'est la surchauffe. Allez, nous aussi, on est en surchauffe et on sera en surchauffe pour la deuxième partie de l'émission où on va parler des marchés, on va parler du top ou flop, on va parler des actions à acheter ou vendre. Et puis, on va parler de plein de choses, de placement aussi de la semaine. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec des invités qui veulent pas se projeter à 10 ans. Ils sont là 3 mois, 1 mois. Emmanuel Le Chypre, Stéphanie Mauger, Léa Dunant-Châtelet, Anna Boata. Et j'essaye de les pousser, quoi, à réfléchir, à s'élever un peu au-dessus de... Mais bon, ils y arrivent, mais franchement, c'est pas simple. Allez, on va parler des marchés. Les marchés cette semaine, c'était un peu ça s'en va et ça revient comme la chanson de Claude François, avec des hausses, des baisses, un début d'année qui est qui est un peu moyen. Alors, il y a eu plein d'événements pourtant cette semaine, notamment Léa, les annonces dans la tech. Absolument. Alors, moi, j'ai vraiment regardé avec attention celle de Microsoft, qui était... Parce que, Microsoft, c'est plus de la micro, c'est de la macroéconomie, quoi. Ah bah complètement. Et c'est surtout, je trouve que ça a apporté déjà des premières réponses sur le fait de savoir si on était dans une bulle de l'IA ou pas. Oui, et puis je reviens sur ce que vous disiez juste avant. On a eu SAP aussi, donc les deux le même jour quasiment, au décalage près des horaires. Et en fait, on a une problématique entre entreprises. Alors pour Microsoft, qui quand même annonce un petit ralentissement et en fait qui s'est déporté sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a embarqué toute l'électricité, First Solar par exemple, mais tous les acteurs de la tech US, parce qu'en fait finalement on s'aperçoit que cet élan très important, ce cycle de méga capex, il est peut-être pas... Capex, c'est les investissements, les gros investissements massifs, effectivement des géants de la tech, n'est peut-être pas aussi important que prévu et surtout aussi rentable que prévu. Et ça, important, il est rentable. C'est la question, c'est rentable ça, parce que les investissements de Microsoft, 66% de hausse, 37 milliards et demi juste sur un trimestre. Absolument. Les chiffres, ce qu'on appelle les top line, chiffres sont hallucinants. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est le double que 2000-2001. Absolument, c'est complètement dingue. C'est pour ça que d'ailleurs c'est très compliqué de comprendre les réactions. Microsoft a fait quasiment moins 15 sur cette publication et donc on a du mal à recorréler à la fois une dynamique micro qui a l'air spectaculaire et en fait un sentiment de marché où quelque part les investisseurs se disent on est arrivé un peu au bout de ce cycle-là et finalement les entreprises ne vont pas réussir à répercuter ça dans ce qu'on appelle la bottom line, leurs résultats. Et qu'est-ce que regardent les Américains? C'est la croissance des EPS, c'est la rentabilité par action, le résultat par action. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas finalement, même si on a une super croissance, mais qu'en réalité, elle ne génère pas de meilleurs résultats, ça n'intéresse plus personne. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que là, c'est pas une histoire de valorisation, en revanche. Les valorisations sont... La tech US est moins chère que la tech européenne, actuellement. Donc, c'est 300. Le dire. D'accord, on est quand même c'est pas une question de valorisation, mais on parlait de l'effet richesse, notamment pour vous, les économistes, sur la partie revenus et donc croissance et consommation. Il y a 347 milliards qui se sont envolés hier juste sur la baisse de 10% de la valeur de la capitalisation de Microsoft. Ce que j'ai trouvé intéressant hier, jeudi, c'est que malgré cette nouvelle, on a eu un décrochage du Nasdaq des marchés. Le Dow Jones a fini en hausse. Et le Nasdaq a perdu que 0,70%, alors que ça aurait pu être le signal du début de l'explosion de la bulle de l'IA. Qu'est-ce qui s'est passé ? En face, on avait un Meta qui a publié des chiffres qui étaient aussi très bons. C'est là où on a quand même... C'est difficile d'analyser la réaction du marché parce que Meta, finalement, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'une personne sur 2 sur la planète est un utilisateur des services Meta. Et donc, on a 4 milliards d'utilisateurs de WhatsApp, d'Insta, etc. 4 milliards. Et que donc, Meta a annoncé... malgré tout, des investissements encore plus élevés qu'attendu. Et là, cette fois-ci, ça a vraiment beaucoup plu. Mais parce qu'il y a un impact, on le voit déjà, c'est tangible dans il y a du revenu. Il y a du revenu, etc. Mais quand un Microsoft, finalement, lui, a manqué peut-être effectivement de capacité à privilégier en fait, ses utilisateurs chez Azure entreprises, alors qu'ils auraient eu besoin peut-être pour toutes ces startups IA de faire tourner des modèles, etc. Ils se sont dit, nous, on préfère privilégier notre masse de clients entreprises et c'est là-dessus qu'on va faire du business à terme. Donc peut-être que plus tard, on fera payer plus cher Azure si on a plus de capacité, mais on voit qu'il y a aussi des arbitrages dans les produits et ce qu'ils pensent obtenir de ça. Et puis on a quand même eu Apple qui a annoncé, qui est quand même un peu l'extraterrestre de cette bande-là, parce qu'eux n'ont pas fait toutes ces dépenses somptuaires de CAPEX
d'investissement dans l'IA. Ils ont plutôt noué des partenariats. Et les résultats d'Apple sont... les ventes d'iPhone. Incroyable. Et là, c'est et même en Chine, dans le monde, on n'a pas 4 milliards, mais on a 2,5 milliards de devices Apple connectés. Donc là aussi, on est sur des... Léa, l'événement marquant pour vous de la semaine, c'était ça sur la bourse? Non, pour moi, c'est pas ça l'événement marquant. Pour moi, c'est le fait qu'on arrive dans une situation où les investisseurs que nous sommes n'arrivent pas à comprendre les réactions de marché de manière globale. Ce que vous venez de dire est très juste. Ouais. On a des réactions assez absurde. On a par exemple un acteur de la medtech qui est suisse, d'ailleurs Lonza, qui a publié des chiffres excellent, avec une amélioration de sa marge, une amélioration de sa croissance sur l'année dernière, qui a en plus déployé une base installée mondiale pour pouvoir justement faire face à la guerre commerciale. Tout ça se délivre dans les chiffres. Le marché, en début de séance, le valorise très fortement et en fin de séance, le dévalorise complètement. Dans l'intermédiaire, il ne s'est rien passé. Et on a eu ce type de réaction sur plusieurs résultats. C'est pas nouveau, sur ASML, ASML plus 10, ça a fini négatif. Mais c'est pas nouveau, ça, non? Non, je trouve pas. On a l'impression qu'on redécouvre la bourse, quoi. Non, des intradés comme ça, sur en plus des opinions positives, puisqu'à ASML, les dirigeants ont parlé dans la foulée. Ce qu'ils ont raconté était extrêmement positif. Les résultats sont stratosphériques. On passe quand même, on fait un moins 8 en intraday. Alors c'est quoi? C'est les algorithmes? Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a des flux qui ne sont pas des flux d'investisseurs longs, comme on dit, et qui viennent justement contrecarrer l'appréciation des résultats. Donc c'est extrêmement difficile dans cet environnement-là de se battre. En revanche, et c'est là où finalement votre observation sur le delta entre ce qui s'est passé sur le S&P et finalement la partie tech, la diversification est en train de marcher. Oui. Une rotation même. Oui, ça c'est bien. C'est ça la bonne nouvelle peut-être. Ouais. Et on voit le Russell 2000 qui effectivement depuis le début de l'année est quand même en hausse de plus 7%. Ce Russell 2000, on l'attendait depuis longtemps. Le Russell 2000, vous vous rappelez ce que Alors c'est les 2000 sociétés américaines de plus petites. C'est un indice mid-cap, mais des grosses mid-cap. Mais qui sont des grosses mid-cap aux États-Unis. Effectivement. Donc c'est quand même le signe aussi, effectivement, on a peut-être moins un focus sur la tech. C'est ça l'élément marquant pour vous sur la bourse. Oui, sur la bourse. Il y a quand même eu le statu quo de la Fed, qui était certes attendu, mais qui est quand même le reflet du tiraillement de l'économie américaine avec une inflation qui ne ralentit pas, un emploi qui reste bon et une conso qui est très en cas. Ouais. Je me tourne vers les économistes. On sait l'importance de l'effet richesse, notamment aux États-Unis, sur la croissance de l'année dernière. On sait que la moitié de la croissance était tirée par la tech. Alors que les secteurs pèsent pour 10% du PIB. Voilà, bravo. Alors, on sait que ça a été tiré donc, exclusivement, comme vous le dites, par la tech. Donc, ça veut dire que s'il devait y avoir même une correction sur la bulle hier, on ne l'a pas eu, et peut-être qu'il n'y en aura pas, est-ce que vous intégrez ça dans vos modèles aussi? Oui, dans nos scénarios alternatifs. Aujourd'hui, on voit un scénario plus pessimiste sur un mini éclatement alors une correction un peu plus sévère. C'est quoi, c'est 10-15% de... C'est plutôt 25% de correction sur S&P 500, pour lequel on dit qu'il y aura une récession aux États-Unis, parce qu'en fait, avec cette correction, on aurait une correction du PIB, de la croissance du PIB de 1,6 points. Donc, à la place d'être à 2,5, on est à moins 1,6 points. Et donc, ça fait quand même ces 2 trimestres négatifs. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une phase non plus d'un scénario où tu as plus de moins 1 chaque trimestre. Mais tu peux avoir une correction de moins 0,5 points, moins 0,6 points pendant 2-3 trimestres, puisqu'en fait, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, on est dans une phase de correction en V. Oui, tu as des corrections. Non, mais il n'y a pas de correction. Pour l'instant, on est quasiment à des niveaux records. Donc, l'effet richesse, il continue. En fait, on peut avoir un scénario central sur lequel on regarde avec des corrections un petit peu sporadiques, épisodiques, mais qui reviennent à leur niveau d'avant. C'est ça. Là, ça n'a pas d'impact. Mais là, c'est plutôt, ça ne délivre pas sur la promesse. En fin de 2026, parce que c'est un peu ça le moment de la vérité. Si on a vraiment, de toute façon, de plus en plus de déception sur ces profits, là, ça va corriger. Et donc, si c'est 20 à 25% sur S&P 500, là, oui, on peut parler de récession. C'est brutal comme correction. Emmanuel? Non, alors j'avais peut-être un peu un peu daté sur l'effet de richesse. C'était 10% sur les marchés en moins, c'est 1% de vente au détail. Ah oui, mais là, on a 70% des Américains qui détiennent des actions. Oui, mais c'était déjà à peu près
le cas. Donc effectivement, si on fait 25%, ça fait bien... Moins 1,6. Ouais, à peu près. Ouais. Tu l'intègres dans tes projections, la possibilité qui est, enfin, cet effet richesse ou bon, c'est pas. Non, mais par définition, Marc, un crack, c'est pas quelque chose sur lequel on peut tabler et en faire un scénario officiel. Non, c'est pour ça. Effectivement, je pense que ça fait partie des scénarios alternatifs qu'il faut étudier, mais en aucun cas, ça peut être un scénario central. Après, ce qui est très compliqué, c'est comme la hausse des cours, elle a quand même été très concentrée sur quelques secteurs. Après, est-ce que... C'est en train de tourner, c'est ce que dit Léa. Alors Léa nous dit c'est en train de tourner, c'est la bonne nouvelle. C'est comment se diffuse finalement Exactement. cette baisse sur les portefeuilles. Et après, c'est sûr que si les gens ont acheté des indices... oui. Et surtout Juste, je me tourne vers les deux gérantes. Vous pensez que la hausse des indices va continuer, Stéphanie? Oui, moi je pense qu'elle ne sera pas linéaire, mais je pense qu'on est plutôt quand même dans une bonne Léa? tendance. Oui, également. On a de bons facteurs. Allez, on passe tout de suite au placement de la semaine, justement dans ce contexte-là, qu'on n'arrête pas de décrire comme étant tellement incertain. Bon, on a vu l'or. C'est quoi le placement de la semaine que vous recommandez, Stéphanie? C'est l'or, c'est l'argent, c'est les actions, c'est les small caps. Un peu plus prudent sur l'or. Alors, il y a quand même d'avoir une montée spectaculaire. Très spectaculaire. Donc non, c'est plutôt d'aller retrouver des belles valeurs de qualité industrielles à des prix corrects. Hein, ça, c'est quand même... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Bah oui, il y en a plein. Alors effectivement en Europe, hein, peut-être un peu plus qu'aux États-Unis, mais parce que même si ce plan de relance allemand, il va prendre du temps, on a quand même une Europe qui commence à prendre conscience qu'il y a des problématiques de souveraineté, de besoins de reconstruction, et donc voilà, ces 500 milliards allemands. Ils vont prendre du temps, mais ils sont quand même votés, décidés, et on va, dans un certain nombre de secteurs, en profiter. Donc vous dites quoi? Vous dites valeur industrielle, plutôt valeur moyenne, européenne? Valeur moyenne, grosse, européenne. Effectivement, sur les small caps, il y a des très belles opportunités. Mais voilà, si on veut, dans un portefeuille aujourd'hui, s'assurer de quelque chose de solide, il y a des quantités de belles valeurs, on en parlera tout à l'heure. En gestion privée, il n'y a pas que des actions, il y a aussi d'autres actifs. Bien sûr. Est-ce que vous continuez à pousser des produits obligataires? On continue à pousser des produits obligataires, on continue à pousser aussi des obligations convertibles. Hein. C'est vrai que ça, c'est une bonne... Vous pouvez expliquer en deux mots pour les gens qui oui, tout à fait. pas. Ce sont des fonds qui, effectivement, ce sont des produits qu'on achète et qui permettent d'être convertis en actions avec certaines conditions. Et donc, du coup, on a un rendement qui peut se transformer en une plus-value. Donc, on a un rendement qui est un peu plus bas. Mais par contre, on a la possibilité de capter une partie de la hausse de l'action. La hausse, exactement. Ce qui est le contraire du produit structuré, par exemple. Léa, c'est quoi pour vous le placement de la semaine dans ce contexte? Plusieurs choses. Je regarde de nouveau l'immobilier coté. En fait, on en avait déjà parlé. Quasiment de 40% de décote sur les moyennes. Là, on parle des foncières? Oui, les foncières cotées, hein, donc Clépierre, Unibail, etc., hein, qui ont connu un marasme boursier post-Covid, évidemment, qui arrivent aujourd'hui sur des niveaux de valorisation avec 40% de décote. Elles ont un peu rebondi quand même. Exactement, et effectivement, je pense que c'est le moment d'y retourner. C'est un rendement d'à peu près 5-6% par an, hein, donc ça peut être très intéressant. C'est une diversification, à mon avis, aujourd'hui, qui est assez attractive, d'autant plus dans le contexte, effectivement, de relance en Europe. Et de baisse des taux éventuels. Et de baisse des taux. Et rappelons que dans ce secteur-là, on est très diversifié. Il y a des data centers, il y a des hôpitaux, il y a des maisons de retraite, il y a de la logistique, il y a du stockage. Donc on peut avoir énormément de choses et c'est très intéressant de le regarder. Deuxième élément, les matières premières, de manière générale, métaux précieux. Donc diversification de l'or, ça fonctionne très bien. Et comme je le disais, on est face à un choc de toute façon. Donc vous dites qu'il faut continuer sur l'or? L'or, mais surtout tous les métaux finalement. Comment on fait en fait pratiquement? Il y a des fonds? Il y a des fonds, oui, absolument. Nous, on a un fonds effectivement. Vous avez un fonds métaux précieux ou métaux? Oui, absolument. Ou matières premières? Métaux précieux exclusivement, et qui effectivement va sur tous les métaux qui sont aujourd'hui utilisés dans la chaîne de valeur des technologies, de la mobilité. Donc un particulier, c'est simple pour rentrer là-dedans. C'est très facile, oui, absolument. Et je pense que là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut garder au long cours, et on voit bien la performance de l'année dernière à plus de 40%. Et ça va continuer parce qu'en fait, on a des besoins et malheureusement, on n'a pas une offre qui va satisfaire ces besoins. Donc la pression sur les prix va rester très importante. Et puis, dernier aspect, plus en termes de stock picking, grosse vigilance sur les États-Unis et la construction aux États-Unis en ce début d'année. Je vous rappelle que le Q4 a été mauvais parce que les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes. Bon, vu ce qui vient de se passer, je crois que malheureusement, ça ne va pas s'améliorer. Donc, je resterai un peu écartée. En revanche, effectivement, les industries en Europe qui participent à l'infrastructure sont des bons véhicules d'investissement. Oui, et puis on peut ne pas oublier aussi quand même toute la partie un peu émergent Asie, qui est quand même une très bonne manière de se diversifier. Le Japon reste, à mon avis, un très beau
contributeur. Toujours le Japon continue. Toujours sur le Japon, parce qu'il y a trop avec de une sociétés performance qui a cotées. été spectaculaire quand même. Spectaculaire, un yen qui permet d'avoir un peu d'opportunités. Et puis, il y a 4000 sociétés cotées au Japon et il y a une volonté forte de marché japonais de diminuer ce nombre. Donc, ça va être les concentrations, les private equity, etc. Donc, il y aura beaucoup de sorties de cotes. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Je commence par vous, Anna, parce que je laisse Emmanuel à la fin, parce qu'il oublie à chaque fois qu'il y a cette rubrique, donc il la prépare pas, donc je lui laisse le temps de penser à un truc. Moi, j'ai préparé un peu ce matin, parce qu'il y en a eu beaucoup d'événements, et des tops et des flops, mais bon, peut-être plus des flops que des tops. Donc, je me suis dit, je vais choisir un top. Allez, pour garder le moral. Voilà. C'est le week-end. Donc, on s'était dit, bon, on sait tous que Trump, ou en tout cas son administration, nous fait faire. Et donc, ils nous font faire des accords de libre-échange. Parce que bon, il faut quand même trouver d'autres marchés à l'exportation. Donc, en fait, on a quand même Mercosur avec les pays d'Amérique latine. Bon, c'est un petit peu bloqué. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'après 20 ans, on a l'Inde. Bah oui. Et l'Inde, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais c'est une nouvelle fabuleuse. C'est une très bonne nouvelle parce que même si, en fait, il y a quand même le flop de ça, c'est qu'on ne peut pas vendre des voitures électriques pendant 5 ans, qu'on peut vendre que des voitures à 200 000. C'est un top, bon, c'est un top. C'est un top parce qu'il y a à peu près 3 milliards de plus par an pour les exportateurs français, machines-outils, ça peut être de transport d'équipements au sens large, et ça peut être un top à long terme, moyen long terme, sur les chaînes de valeur européennes, Anna, si on combine l'évolution démographique, l'évolution sociale et financière des Indiens, et si vous mettez tout ça face à leur sous-équipement dans un nombre très important de secteurs, il n'y a pas un marché plus prometteur au monde aujourd'hui que le marché indien. Pourtant, la performance, vous savez que l'Inde... Donc le top, c'est Trump, quoi. Merci Trump, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu ça. Non, mais le top, c'est peut-être l'Inde qui va dépasser le Japon en termes de PIB nominal. Cette année. Donc, ne soyez pas étonnés si vous entendez. Après, c'est normal avec une population qui est la seule à croître et une population qui s'effondre. C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Léa ? Alors moi, c'est un flop. C'est l'indice de confiance des ménages américains qui est au plus bas depuis plus de 10 ans, je crois 12 ans, et qui traduit finalement cette incertitude, cette instabilité qu'on évoquait en début d'émission, avec finalement des ménages qui ne sont pas confiants sur l'emploi, qui ne sont pas confiants effectivement sur leur pouvoir d'achat avec une inflation qui ne s'arrête pas, qui voient les perspectives géopolitiques de leur administration qui complique quand même beaucoup les choses. Et donc, finalement, une Amérique qui se sent de plus en plus isolée, je pense, à travers cet indicateur-là. Et ça, c'est sûr que si la consommation ne tient pas, nous, on sait ce que ça représente après en termes d'impact économique, puis microéconomique pour les entreprises. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Top ou flop, Stéphanie ? J'avais envie de parler d'Apple, mais on en a parlé un peu tout à l'heure, qui était un top. Donc je vais plutôt parler de la hausse du prix du pétrole, qui est un flop. Effectivement, à $70 le baril, c'est pas bon pour notre croissance, pour l'inflation, etc. C'est conjoncturel, c'est pas grave ça. C'est conjoncturel, mais néanmoins. On aura ce week-end, hein. Non, mais c'est pas grave. Et puis il y a l'euro. Et il y avait quand même, je trouvais quelque chose d'intéressant sur effectivement l'intervention des États-Unis au Venezuela, qui serait en fait très liée à ce dont on parlait tout à l'heure sur la dédollarisation du monde, avec effectivement des États-Unis qui en fait cherchent à reprendre la main à tout prix sur le pétrole, et ce pétrodollar, en revenant au Venezuela avec ses plus grands producteurs du monde. Bon, on a vu l'intervention en Irak en 2000, parce qu'ils voulaient vendre leur pétrole en euros, après en Libye, qui voulaient vendre leur pétrole en dinars euros, et là on voit en fait un peu un espèce de sursaut des Américains qui disent en fait nous, on en a marre, on veut pas que ce Venezuela vende son pétrole en yuan, on va récupérer et reprendre la main sur le dollar. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie américaine, c'est pas posséder le pétrole, c'est contrôler les pétroles. C'est comme le Groenland. C'est pas de contrôle, c'est pas de posséder le Groenland, c'est de le contrôler. Emmanuel, t'as eu le temps de réfléchir ou pas? Non, j'avais déjà. Il me hante depuis plusieurs jours. Non, ce flop, c'est terrible, mais bon, vous allez trouver pas ça très original. Mais quand on donne des coups de canif dans un budget qui n'a même pas encore été voté, comme ça a été le cas en début de semaine. C'est-à-dire que vous voyez que le budget n'a même pas encore été voté à l'Assemblée, que déjà on multiplie les renoncements sur les économies, que ce soit sur le nombre de postes de fonctionnaires supprimés, que ce soit sur la prime de Noël qu'on avait prévu de ratiboiser un peu. Prime de Noël même pour les gens pour les couples sans enfants. C'était le projet. Mais voilà, et non, finalement, tout le monde, il y en aura. Je trouve que les signaux envoyés
par finalement tous ces renoncements financiers et économiques, tout ça pour préserver un semblant de stabilité politique. Je trouve ça consternant. Ah, j'avais le moral. Mais là, je suis reparti. Non, mais là, il suffit de me dire budget, je reparle en déprime totale. Non, mais par rapport à tout ce qu'on a dit de positif sur les fondamentaux de l'économie française, de l'économie mondiale, etc., c'est peanuts, c'est anecdotique. Allez. Bon, tant mieux. Mon week-end est sauvé. Allez, on passe tout de suite à... On peut avoir le top 3 là maintenant avec, évidemment, Céline Pic-Malprat. Pourquoi ? Elle était dans le top 3 déjà l'année dernière. Elle était numéro 3. Elle avait beaucoup misé sur les valeurs minières, en partie sur l'or. Frédéric Rosier qui était numéro 2, qui est toujours là. Et puis, bravo. On l'a pas fait exprès. J'ai dit que ça allait beaucoup mieux, Marc. Bravo. Parce que moi, je suis sur des thématiques spécifiques, comme on le sait. On le sait. Allez, Léa, justement, alors vous pavanez, mais on va vous mettre une musique. Si, on va vous mettre une musique qui fait peur maintenant. Ça suffit, et puis on va regarder votre portefeuille. Alors, vous avez du ID Logistics. Je garde. Vous avez du Knorr Bremse. Je garde. Bon, expliquez ce que c'est pas les soupes. Alors, c'est pas effectivement le boulon, c'est les freins pour les trains. Je la fais à chaque fois. Elle est lourde, mais je la fais à chaque fois. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un peu le mauvais comique de répétition. Clépierre. Clépierre, on va vendre. Parce qu'elle a fait un super je comprends rien là. Il y a Vonovia juste en dessous en Allemagne. Non, Clépierre a fait un super parcours en 2025. Je pense que là, on est à des niveaux de valorisation qui sont très bons. Et on va la remplacer justement. Et on garde quand même de l'immobilier avec Vonovia. Alors attendez, on n'allait pas trop vite. On a du Nibe. Nibe, les pompes à chaleur, oui, on garde. Connaît les ascenseurs, on garde. Alors ça s'appelle plus GTT, c'est ça ? Oui, c'est vrai, ça a changé de nom exact. Faut que je le change. GTT qui font les membranes pour les cuves de GNL dans les bateaux. On garde ça ? On garde, bien sûr, oui. Vonovia, on garde. Infinéon, on garde. Biomérieux, je pense qu'on va l'enlever. Ok. Pourquoi ? Vous y croyez plus ? Parce qu'on a eu des résultats aux États-Unis qui montrent qu'une grande partie en fait de leurs activités là-bas sont quand même mises à mal, malheureusement. C'est pas le moment. Heidelberg, on garde. Matériaux de construction en Allemagne. Bellimo, on garde. GEA, l'agriculture en Allemagne, on garde. Siemens Energy, très bien. Alors attention, c'est Siemens Energy. Moi j'ai Siemens Energy. Oui, tout à fait. Siemens Energy. Qu'est-ce que vous avez fait derrière ? Mais c'est un cauchemar. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on achète ? Eh bien, on va acheter Rational AG. Rational AG, qui est un groupe qui fait des fours pour les cuisines collectives. C'est une société familiale allemande qui a 2 produits, qui en lance un 3e. L'intérêt de ces produits, c'est qu'en fait, tout restaurateur va gagner en efficacité, en main-d'œuvre et en prix finalement à la fin sur sa facture. Là vous avez intéressé. C'est la première fois qu'Emmanuel s'intéresse à une valeur dans des portefeuilles. Vous avez parlé de four et de bouffe. Non, mais quand on parle d'une boîte qui a 2 produits, qu'on invente un 3e, c'est au niveau de ce que je peux absorber intellectuellement. Et c'est ça l'intérêt, c'est que c'est très facile à comprendre. Rational, évidemment, a énormément souffert post-Covid. Ils reviennent sur des niveaux finalement de croissance historiques et qui vont se traduire en résultats très positifs. Et n'hésitez pas à aller dans les restaurants et demander avec quoi on cuisine et vous verrez le taux de pénétration de cette société est assez exceptionnel. Emmanuel a déjà pas mal testé les restos. Allez, on passe tout de suite à Stéphanie Moget. Et Stéphanie, on va vous mettre une musique qui fait peur. On a du L'Oréal. On garde. On a du Vision qui a un peu souffert. Beaucoup souffert, mais surtout on garde. Là. On garde et on renforce éventuellement. Lumibird. Ceux qui n'en ont pas, surtout renforcer beaucoup. On a du Dassault Aviation. On garde. On a du Séché. Alors ça, je vais vendre. Je pense qu'il y a des perspectives restent correctes, mais c'est pour changer un peu le portefeuille. On a du Dassault, Dassault, on l'avait dit. On a du Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, on garde. LNA Santé. Prochaine. Alors LNA, je vais vendre. Pareil, même si la Silva Economy, mais bon, c'est un peu mou, on vend. Exosens. On garde. Alibaba. On garde. Bilendi. On garde. La Française de l'énergie. On garde précieusement. Ils viennent d'avoir un permis pour l'hydrogène. Vicat. On garde. Vertiv Holding. On garde thématique électrification. Sidetrade. Alors ça a été très pénible, mais bon, on va garder. Athème. Athème, on en garde précieusement. Précieusement, oui. Oui, parce qu'on va avoir sans doute des belles annonces et une très belle rentabilité qui s'améliore là. Donc. Jacquet Metal et Baidu. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on achète ? Alors 2, Accor, qui en fait est une société dont le business model a complètement changé, qui se retrouve aujourd'hui finalement en asset light, donc ils n'ont plus d'hôtel, ils font plus que du management et de la gestion. Société de service. C'est une société de service.
Petrolis exactement, qui a annoncé un gros retour, beaucoup de rachats d'actions, et qui a 30% encore d'une de ses filiales qui devrait être bientôt vendue, ce qui permettra soit de faire un retour à les actionnaires significatif. On a une valorisation qui est 30% inférieure aux grands concurrents américains, et donc on a des résultats qui devraient être très bons. Et l'autre valeur, on reste sur cette thématique énergie. Et rachat d'actions, c'est Vallourec, qui certes a déjà bien progressé, mais qui aujourd'hui vraiment est le leader des tubes sans soudure, qui a 3 implantations industrielles mondiales aux États-Unis, au Brésil et en Chine, qui a fait un énorme travail de restructuration, qui a un très beau dividende, qui a promis de rendre 80% du cash flow généré à ses actionnaires, qui a un management qui est très incité à la hausse du cours de bourse et qui devrait profiter quand même de ce bel essor de l'exploration-production. Le pétrole, ça n'est pas fini. Accor et Vallourec, donc merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit déjà qu'elle va être exceptionnelle. En attendant, vous avez la librairie de l'Écho, tu as reçu qui ? Absolument, écoute, cette semaine, on parle du modèle social français, on lève le capot du modèle social français avec Gilles Berset qui a un nouveau livre sur le dialogue social. Qu'est-ce qu'il dit ? Et puis Hervé Chaperon. Il dit quoi ? Il est mort ? Ils disent tous, non, ce qui est fascinant, c'est qu'ils soulignent tous qu'on a des outils formidables et qu'on ne sait pas les utiliser. Allez, on va suivre ça avec intérêt. Et donc, je conclus que la France est le pays qui a le plus gros potentiel de croissance, sans doute. Ça peut être un pays émergent. Aujourd'hui, le plus grand des pays émergents. Allez, surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir et nous revoir en replay, en podcast sur toutes les bonnes plateformes. C'est votre argent sur BFM Business.